1000 jours. C'est la durée de l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie. 1000 jours dans une guerre qui était censée durer seulement 3, et la Russie se trouve en chute libre. L'Ukraine a renversé la situation de manière inattendue, en tenant la ligne et en réduisant l'armée russe en poussière. Des pertes de troupes stupéfiantes, du matériel détruit et un moral en déclin dressent un tableau sombre pour le Kremlin. Le grand pari de Poutine a spectaculairement échoué, et les fissures dans sa machine de guerre sont désormais impossibles à ignorer. Le sort de la Russie a été scellé par un moment audacieux qui a remodelé le champ de bataille, l'incursion de Koursk. Le 6 août 2024, l'Ukraine a lancé une offensive surprise dans l'oblast de Koursk en Russie, prenant complètement Moscou au dépourvu. Les forces ukrainiennes ont rapidement percé les défenses russes, capturant des dizaines de kilomètres carrés de territoire russe dans les premiers jours. À la fin de la première semaine, l'Ukraine avait sécurisé environ 386 km² de terre et les autorités russes avaient été contraintes de déclarer l'état d'urgence. En résumé, les troupes ukrainiennes ont démontré en une semaine la fragilité réelle de la position russe. Cette incursion a été une humiliation pour la Russie, bien plus qu'une simple escarmouche frontalière. Nous parlons d'une violation à grande échelle du territoire russe. Une violation qui a valu à Poutine un titre pas très flatteur, celui d'être le premier dirigeant russe de l'histoire moderne à avoir des troupes étrangères sur le sol russe. Cependant, les troupes ukrainiennes ont non seulement tenu le terrain, mais aussi infligé de sérieux dommages à l'infrastructure militaire russe. L'artillerie et les drones ukrainiens ont martelé les positions russes, laissant derrière eux une traînée de véhicules, de chars et d'équipements détruits. Mais ce n'est même pas le pire. Des milliers de soldats russes ont également été envoyés prématurément à la tombe, chaque jour réclamant davantage des forces déjà attendues du pays. En bref, c'est un massacre pour la Russie. Un massacre qui ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, cela semble seulement empirer. Les jours les plus meurtriers pour les troupes russes ne sont plus au début de 2022, lorsque l'invasion a commencé. Ils sont maintenant en novembre 2024, alors que le champ de bataille devient de plus en plus impitoyable avec chaque jour qui passe. Mais les mots seuls ne rendent donc pas justice à l'ampleur de ces pertes. Les statistiques révèlent la réalité de l'effondrement de la Russie. Selon l'état-major des forces armées ukrainiennes, la Russie a perdu 725 740 troupes du 24 février 2022 au 20 novembre 2024. C'est près de 3/4 d'un million. Des vies brisées en moins de 3 ans et le bilan ne cesse de s'aggraver. Au 20 novembre, le jour le plus meurtrier pour les troupes russes était le 11 novembre où ils ont perdu près de 2000 soldats, ou 1950 pour être précis. Pour mettre cela en perspective, c'est presque autant de militaires que les États-Unis ont perdu pendant 20 ans de guerre en Afghanistan. Oui, vous avez bien entendu. Entre le 7 octobre 2001 et le 30 août 2021, les États-Unis ont subi un total de 2324 décès au combat. La Russie a presque égalé ce nombre de victimes en seulement 24 heures. L'ampleur de ce carnage défie vraiment la compréhension. Mais le 11 novembre n'était pas un incident isolé. Le record qui a été battu ce jour-là a été établi la veille, le 10 novembre, qui a également été signalé comme la journée la plus meurtrière de la Russie depuis le début de l'invasion, avec 1770 pertes. Le précédent record de 1740 pertes russes a été établi le 13 mai, peu après le lancement d'une offensive russe dans l'oblast de Kharkiv en Ukraine. Cependant, début novembre n'a pas été facile pour la Russie. Le 8 novembre, le pays a perdu 1660 soldats. Le 4 novembre, c'était 1260. Le 1er novembre a fait 1270 victimes. Selon le tableau, octobre, le mois le plus meurtrier pour les forces russes, a enregistré 40 et 1 980 victimes, soit environ 1350 par jour en moyenne. Pourtant, novembre semble prêt à surpasser même ce triste jalon, avec les derniers jours de novembre enregistrant des pertes bien supérieures à 1500 par jour. Le 19 novembre, 1690, le 18 novembre, 1610, le 17 novembre, 1560, le 16 novembre, 1640, le 15 novembre, 1650, le 14 novembre, 1520, le 13 novembre, 1690, le 12 novembre, 1770. Cette dévastation a conduit beaucoup à qualifier ce qui se déroule à Koursk de rien de moins qu'un massacre. Des vidéos circulant en ligne montrent des centaines de véhicules russes anéantis, certains avec encore des troupes à l'intérieur, soulignant l'absurdité totale des assauts répétés de Moscou. Bien sûr, la Russie ne serait pas la Russie si elle n'essayait pas de retourner la situation. Les soldats russes ont aussi partagé des vidéos et photos de leur victoire à Koursk.
Un tel exemple implique un soldat russe posant fièrement à côté d'un char Léopard 2, ukrainien, que son unité aurait supposément touché et capturé. Étant donné que les chars Léopard 2 sont très avancés et relativement rares dans l'arsenal ukrainien, c'était une sacrée réalisation, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Après une inspection plus approfondie, ce char s'est avéré n'être rien de plus qu'un leurre. Un leurre bien conçu, mais un leurre quand même. Cette étrange manifestation de désespoir résume parfaitement le contraste entre la propagande russe et la réalité sur le terrain. Ce contraste est devenu si significatif que des commandants russes auraient été arrêtés pour avoir exagéré les gains sur le champ de bataille. Selon des rapports récents, ces arrestations découlent de la frustration croissante de Moscou face à l'écart entre les victoires éclatantes dépeintes dans les médias d'État et les pertes catastrophiques subies à Koursk. Dans un revirement choquant, plusieurs officiers de niveau intermédiaire et supérieur ont été accusés de fabriquer des rapports pour apaiser leurs supérieurs, exagérant les gains territoriaux et gonflant les pertes ukrainiennes. Le but de ces fausses déclarations était de protéger les commandants des critiques et des sanctions. Cependant, ils n'ont réussi qu'à alimenter les illusions du Kremlin sur l'état de la guerre, encore une autre erreur de calcul majeure. Le désastre sans précédent de Koursk et la répression des commandants par le Kremlin révèlent le chaos et la paranoïa au sein du commandement militaire russe. Cependant, le fait que les commandants russes se soient sentis obligés de le faire révèle autre chose. La chaîne de commandement russe est complètement fracturée. Mais alors que le débâcle de Koursk continue, aucun nombre de rapports falsifiés ou d'arrestations ne peut masquer la vérité des échecs croissants de la Russie. Mais ce n'est pas seulement la main-d'œuvre qui est à bout de force. L'équipement russe subit aussi de lourds dommages. Selon l'état-major des forces armées de l'Ukraine, au 20 novembre, la Russie a perdu un stupéfiant 9 390 chars, 19 119 véhicules blindés et 20 681 systèmes d'artillerie. Ces pertes s'étendent également à la flotte aérienne et navale de la Russie, avec 369 avions, 329 hélicoptères et 28 navires et bateaux détruits. Même les drones, un outil crucial pour la guerre moderne, n'ont pas échappé indemnes. Plus de 19 202 véhicules aériens sans pilote russes ont été mis hors de combat jusqu'à présent. En novembre, ces totaux stupéfiants ont fortement augmenté. En une seule journée, le 19 novembre, les forces ukrainiennes auraient mis hors de combat 8 chars, 27 véhicules blindés de transport de troupes, 49 systèmes d'artillerie et 91 drones. Vous souvenez-vous du jour le plus meurtrier pour les Russes, le 11 novembre? Eh bien, ce seul jour a revendiqué 23 chars et 81 véhicules blindés de transport de troupes. Novembre a ajouté quelques autres jalons désolants au bilan déprimant de la Russie. Au 20 novembre, la Russie a officiellement perdu plus de 1000 systèmes anti-aériens. Alors que la Russie a dépassé les 4 chiffres dans ce domaine, elle s'approche rapidement d'un nombre total dévastateur à 5 chiffres. Un total de 29 648 véhicules et réservoirs de carburant ont été perdus jusqu'à présent, le 19 novembre ajoutant une autre centaine au décompte. Les pertes de véhicules de la Russie dépasseront bientôt l'incroyable seuil des 30 000. Chaque nouveau jour semble apporter un autre chapitre de dévastation à l'effort de guerre de Moscou. Et le pire est que la Russie ne peut pas remplacer ses ressources vitales au rythme requis. Vous pourriez vous demander si l'économie russe n'est pas en état de guerre. Comment l'industrie de la défense ne peut-elle pas suivre malgré l'afflux de ressources? Eh bien, la réponse est simple. Les pertes sont tout simplement trop importantes. Les usines russes, à plein régime, ne peuvent pas suivre le rythme effréné des destructions sur le front. Prenez par exemple les canons de gros calibre. Selon Oryx, un site web néerlandais d'analyse de défense de renseignements open source qui enregistre les pertes d'équipements documentées, la Russie perd plus de 320 canons de chars et d'artillerie par mois. Cependant, les 2 forges rotatives russes, cruciales pour la production de ces composants, ne peuvent produire que 20 canons mensuellement. C'est un taux de remplacement de moins de 7%, un décalage catastrophique. Pire encore, la Russie ne peut pas augmenter sa capacité de production car les compétences et l'équipement nécessaires sont contrôlés par des entreprises spécialisées à l'étranger, comme GFM en Autriche, et compte tenu des sanctions, la perspective d'acquérir les pièces nécessaires est proche de zéro. Les véhicules de combat relatent une histoire semblable. Depuis le début de la guerre, la Russie a perdu environ 155 véhicules de combat d'infanterie, selon Oryx. Les fabricants de défense russes peuvent produire environ 200 par an, soit environ 17 par mois, ce qui signifie qu'ils ont la capacité de reconstituer ces pertes en moins d'1 an. Cependant, maintenir ce niveau de production tout en gérant les autres catégories de pertes d'équipement et en maintenant les opérations de combat pousse l'industrie russe à ses limites. Même avec les anciens modèles récupérés des stocks de l'époque soviétique, ces réserves ne dureront pas indéfiniment, soulevant des questions sur la capacité de la Russie à tenir sur le long terme.
La production d'artillerie de la Russie aurait triplé pour atteindre un taux annuel de 3 millions d'obus, ce qui semble impressionnant. Cependant, il faut prendre en compte son taux de consommation. Bien que la Russie ne tire plus les 12 millions de munitions dépensées en 2022, les estimations suggèrent que son utilisation actuelle dépasse toujours largement la production. Moscou dépend donc fortement des importations, comme les obus nord-coréens, qui représentent maintenant près de 50% de l'artillerie utilisée en Ukraine. Mais les obus ne sont pas la seule chose qui vient de Corée du Nord. Au-delà de l'artillerie, la Corée du Nord a fourni des systèmes de roquettes et d'artillerie à longue portée, y compris 50 obusiers automoteurs M1000 989 de 170 mm produits localement et 20 systèmes de roquettes à lancement multiple de 240 mm améliorés. Ces contributions marquent un approfondissement du partenariat militaire entre Moscou et Pyongyang, ce qui montre à quel point les capacités de défense de la Russie sont détruites. Toutefois, les contributions nord-coréennes au département de l'équipement n'étaient même pas les plus controversées. Des soldats nord-coréens sont aussi arrivés en Russie. Depuis début novembre, Pyongyang a déployé environ 11 000 soldats pour renforcer les efforts de la Russie dans l'oblast de Koursk. Des rapports indiquent que ce chiffre pourrait croître dans les prochaines semaines. Divisées en unités d'assaut et de soutien, ces forces nord-coréennes sont désormais essentielles à la stratégie de la Russie dans la région. Pourtant, ces troupes font face à d'importantes vulnérabilités. Ils sont mal formés et équipés, manquent d'expérience au combat et ne comprennent même pas la langue parlée autour d'eux. C'est pourquoi de nombreux experts militaires les ont qualifiés de rien de plus que de la chair à canon pour les Russes. Bien sûr, leur implication en dit long sur l'ampleur des pertes en effectifs de Moscou. Poutine tente désespérément de combler les lacunes, car les efforts de recrutement et de conscription interne de la Russie ne suffisent pas à soutenir la guerre. Cela rend la coopération croissante entre la Russie et la Corée du Nord loin du triomphe que les propagandistes de Poutine pourraient revendiquer. Non, ce partenariat sent le désespoir. Confrontée à des taux d'attrition sur le champ de bataille qu'elle ne peut égaler et à une économie vacillante sous le poids de la guerre, Moscou s'est tourné vers l'une des rares nations prêtes à défier ouvertement les sanctions. En parlant de l'économie russe, elle a aussi une fin écrite partout, tout comme les efforts de Poutine en Ukraine. Sur le papier, cette économie peut paraître solide. Le produit intérieur brut de la Russie est en croissance. Le chômage a atteint un niveau historiquement bas de 2,4% et les salaires ont grimpé en flèche. Mais ce tableau rose cache de graves problèmes structurels, alimentés par le soi-disant keynésianisme militaire, une stimulation économique insoutenable, alimentée par la guerre. L'industrie de la défense à elle seule a absorbé 500 000 travailleurs, tandis que les forces armées nécessitent 30 000 nouvelles recrues chaque mois pour remplacer les pertes. Le marché du travail est tellement tendu que les entreprises de défense ont dû augmenter les salaires par 5, poussant l'inflation à 8,68% en octobre. Les hausses de salaire pourraient attirer des travailleurs, mais à un coût élevé. D'autres secteurs, en particulier ceux essentiels à l'économie civile, souffrent de pénuries aiguës de main-d'œuvre. Pendant ce temps, les généreuses primes de militaires de Moscou ont créé un trou noir financier que l'économie civile ne peut tout simplement pas combler. C'est peut-être pour cette raison que le Kremlin a eu recours à l'un de ses gestes les plus cyniques à ce jour, réduisant les indemnités pour les soldats blessés. Dans un décret du 13 novembre signé par Poutine, la Russie a introduit une échelle mobile pour les indemnités de blessures, réduisant ce qui était autrefois un paiement forfaitaire d'environ 30 000 $ pour toute blessure à un montant drastiquement réduit en fonction de la gravité des blessures. Selon le nouveau système, seuls les soldats ayant subi les blessures les plus graves, classés en section 1, incluant des dommages sévères à la colonne vertébrale, des traumatismes crâniens ou des dommages aux organes vitaux, recevront l'intégralité des 30 000 $, soit 3 millions de roubles. Pour des blessures moins graves mais invalidantes, comme les commotions cérébrales ou les blessures sévices par balle sans atteinte aux organes, l'indemnité est d'1 million de roubles, soit 10 000 $. Et pour les blessures vraiment mineures, les soldats recevront une maigre somme de 100 000 roubles, soit environ 1 000 $, à peine suffisant pour couvrir un traitement médical de base. Cette mesure d'économie est une trahison flagrante des soldats qui ont déjà payé un prix immense pour la guerre de Poutine. Les soldats souffrant de blessures pouvant avoir des conséquences à long terme sont maintenant traités comme si leur douleur était insignifiante. Ce qui était autrefois un geste de reconnaissance pour les difficultés de la guerre est maintenant réduit à une formule froide et calculée. Mais le véritable coup dur survient en considérant les réalités financières russes. Avec le taux d'inflation croissant de 8% à 8,68%, même les 100 000 roubles pour des blessures mineures perdront rapidement leur valeur. Cela signifie que les soldats ne seront même pas pris en charge à court terme, encore moins à long terme. Pour beaucoup, c'est un rappel douloureux qu'ils ne sont vus que comme des ressources jetables. Cependant, pour la Russie, cette décision mesquine était la seule option viable, car les coûts de la guerre s'envolent hors de contrôle.
Une analyse de 2024 a estimé que les indemnités de décès pourraient s'élever à 2,3 trillions de roubles, ce qui équivaut à 26 milliards de dollars. Cela représente environ 6% du budget national total. Face à cette hémorragie financière, Moscou choisit d'économiser des roubles au détriment des personnes qu'elle a envoyées pour mener sa guerre. Mais ça empire. Alors que le Kremlin réduit les indemnités pour les troupes blessées, il continue à verser de l'argent dans les primes militaires. Les généreuses primes à l'embauche consomment des ressources qui pourraient servir à aider les militaires blessés en service. En gros, Poutine envoie un message clair à son peuple. Vous serez grassement payé pour vous joindre, mais une fois que vous partez, vous êtes vieux seul. C'est si vous arrivez même à partir. Avec cela à l'esprit, il n'est pas étonnant que le moral ait atteint un creux sans précédent parmi les rangs russes. Mais sans surprise, Poutine s'en fiche. Il aurait ordonné la reprise de Koursk à tout prix. Une date limite est fixée pour reprendre le contrôle total de la région. Le 1er février 2025, c'est même pas 2 semaines après que le président américain nouvellement réélu, Donald Trump, doit prêter serment. Malgré une date limite fixée avant la réélection de Trump, le timing soulève des questions. Sans aucun égard pour la vie de ses soldats, Poutine lance ses forces en avant avec la même insouciance qu'au début de la guerre. Colonne après colonne, les véhicules russes avancent, se précipitant tête baissée dans les positions défensives préparées de l'Ukraine, malgré les pertes significatives et les revers stratégiques. Poutine tente de gagner un maximum de levier, de négociations avant toute ouverture diplomatique vers le nouveau président américain, d'où cette précipitation. En reprenant ce territoire, il pourra présenter une sorte de victoire à Trump, ou du moins une position de négociation forte pour sécuriser un accord qui pourrait être vu comme une victoire pour Moscou. Mais comme vous l'avez déjà entendu, cette offensive tous azimuts ne se déroule pas comme prévu. Maintenant, sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis ont jeté un gros grain de sable dans les plans de la Russie. Il a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée américains sur le territoire russe. Cette décision marque un changement monumental dans la dynamique de la guerre russo-ukrainienne. La décision de Biden du 17 novembre fait suite à des mois de demandes ukrainiennes pour des armes plus puissantes afin de cibler l'infrastructure russe et les cibles militaires au-delà du front. Au début, les États-Unis ont résisté à fournir de telles armes par peur d'escalader le conflit. Les actions provocatrices de Moscou, notamment le déploiement de soldats nord-coréens parmi les 50 000 troupes à Koursk, ont finalement poussé Washington à changer de position. L'impact immédiat de ce changement de politique a été ressenti juste 2 jours plus tard, le 19 novembre, lorsque les forces ukrainiennes auraient lancé un missile du système de missiles tactiques de l'armée de terre contre un important dépôt de munitions russes à Karatchev, dans l'oblast de Briansk. Cette attaque a marqué la première fois que les États-Unis ont fourni des missiles longue portée tirés sur le territoire russe. La cible, un arsenal vital de la principale direction des missiles et de l'artillerie de la Russie, aurait été détruite dans une explosion spectaculaire qui a envoyé des boules de feu dans le ciel. Des résidents ont filmé l'explosion qui a ébranlé la région, révélant son ampleur. Les responsables ukrainiens ont confirmé que les munitions stockées dans cet établissement comprenaient des munitions d'artillerie et des missiles antiaériens, essentiels pour l'offensive en cours de la Russie. Pourquoi cette frappe est-elle considérée comme un tournant dans la guerre? Les attaques ukrainiennes, d'une portée de 190 miles, ciblent des actifs russes de grande valeur loin du front. La précision de l'arme et sa capacité à frapper si profondément sur le territoire russe mettront sans aucun doute une pression immense sur l'infrastructure militaire de Moscou. Cependant, il est à noter que cela ne concerne pas seulement les cibles militaires. Il s'agit de paralyser la capacité de la Russie à réapprovisionner ses forces et à maintenir des opérations sur plusieurs fronts, et cette frappe n'est que le début. La décision américaine a permis à l'Ukraine d'intégrer des capacités à longue portée d'autres alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dont la France et le Royaume-Uni, dans son arsenal. Ces nations se préparent maintenant à envoyer leurs propres missiles à longue portée en Ukraine, qui incluent notamment les missiles Storm Shadow, avec une portée de 500 km. Ces missiles sont conçus pour être lancés depuis des avions de chasse, augmentant ainsi la diversité et la portée des frappes de l'Ukraine sur le territoire russe. D'autres alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord suivront probablement. Cela signifie que la Russie, habituée à opérer en toute impunité sur son territoire, sera désormais vulnérable aux attaques directes. Des attaques pouvant paralyser sa logistique, ses centres de commandement et ressources militaires. Pour Poutine, c'est un scénario cauchemardesque, une guerre sur 2 fronts, en Ukraine et à l'intérieur de la Russie. La réponse de Moscou à cette nouvelle réalité a été prévisiblement hostile. Les responsables russes, dont le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, ont parlé des décisions des États-Unis comme une escalade dangereuse et une nouvelle phase de direct des États-Unis. Peskov a averti que l'implication dans le conflit mènerait à une escalade des tensions entre la Russie et l'Occident. Poutine a eu recours à sa tactique habituelle,
le chantage nucléaire. Cette fois, il a considérablement abaissé le seuil de la Russie pour l'usage d'armes nucléaires. Auparavant, la doctrine nucléaire de la Russie permettait l'utilisation d'armes nucléaires uniquement en cas d'attaque nucléaire ou d'attaque conventionnelle existentielle, une qui menaçait la survie même de l'État. Cependant, la nouvelle doctrine stipule que la Russie pourrait répondre avec des armes nucléaires à toute menace critique pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, même si la menace est une attaque conventionnelle. Cela inclut aussi les cas où la Biélorussie, alliée de la Russie, est attaquée, ou si un État non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, entre en guerre contre la Russie. Toute attaque par un membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou avec son soutien, pourrait être perçue comme une attaque contre la Russie, entraînant potentiellement l'utilisation d'armes nucléaires. Le timing de ce décret n'est pas fortuit. Poutine voulait clarifier qu'il voit la décision de Biden comme une menace directe à la sécurité russe. Le Kremlin a prévenu que si l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord fournissait à l'Ukraine des armes pouvant atteindre le territoire russe, il considérerait l'implication de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord dans le conflit comme directe. En réponse, la Russie n'hésiterait pas à aggraver la situation. Toutefois, ces menaces répétées n'ont jamais été plus que cela. Des mots vides. Cela fait de la réaction de Poutine une autre tentative désespérée de reprendre un semblant de contrôle sur une situation qui lui échappe de plus en plus. Mais sauf si les armes nucléaires entrent réellement en jeu, la Russie est actuellement finie. Elle perd des troupes, du matériel et de l'argent à un rythme sans précédent. Avec la capacité de frappe à longue portée des Ukrainiens, la Russie perdra aussi du territoire et des infrastructures. En d'autres termes, c'est vraiment la fin du jeu. Selon vous, la Russie est-elle réellement au bord de l'effondrement ? Ou trouvera-t-elle un moyen de renverser la situation ? L'Occident continuera-t-il à soutenir suffisamment l'Ukraine ? Ou les récents changements de direction américains commenceront-ils à fracturer la coalition ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.